Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mariamta Moussanang du podcast Afrotopique et on est déjà à la 3e séance du cycle que j'ai intitulé « La colonialité de notre mondialisation » pour questionner précisément la persistance des structures coloniales de notre monde contemporain. Et ce soir, cela prend vraiment tout son sens car téléphoner, nous connecter à Internet, nous déplacer en voiture, quoi de plus banal dans notre quotidien? Pour en parler, je suis très heureuse et honorée d'accueillir David Maenda Kitoko. David, tu es le fondateur de l'association Génération Lumière, une association qui milite contre l'extractivisme minier en RDC, qui défend une écologie décoloniale, une écologie qui propose un monde. Merci beaucoup d'être là et de nous partager ton regard. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Donc, comme je le disais, les smartphones, les voitures, pour ne citer que ces deux objets qui font partie intégrante de nos vies, à tel point qu'il nous paraît aujourd'hui difficile de faire sans. Pourtant, notre mode de vie occidental et la quantité d'énergie fossile qui lui sont nécessaires est tout simplement insoutenable. Cela n'est plus à démontrer. Il y a consensus aujourd'hui sur la crise écologique et sur la nécessité de décarboner nos sociétés industrielles. Ces dernières années, la notion de transition énergétique s'est imposée dans l'agenda économique international. Mais il y a également un autre consensus qui s'impose, celui qui porte sur le moyen de parvenir à la neutralité carbone sans renverser le système capitaliste. Il s'agirait tout simplement de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables ou des énergies non carbonées comme le nucléaire. En France, où le secteur des transports est responsable de 34% des émissions de gaz à effet de serre, la voiture électrique est présentée comme la solution miracle. Mais en préparant cette rencontre, j'ai découvert qu'une batterie de voiture contient entre 10 et 15 kg de cobalt, une batterie de voiture électrique, et la voiture en elle-même contient entre 65 et 80 kg de cuivre. J'ai également appris que pour extraire 1 kg de cuivre, il faut en moyenne 500 kg de minerai, donc de roche. Et un véhicule électrique contient quant à lui 3 à 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Et quand on s'intéresse à tous les objets qui contiennent des technologies numériques, on s'aperçoit qu'ils sont remplis de métaux. Si l'on pouvait consulter le détail de la composition de nos appareils comme on le fait pour les aliments, on apprendrait que nos smartphones contiennent souvent plus de 60 métaux différents. Cela pose donc la question des chaînes d'approvisionnement, des territoires où sont creusées les mines dont sont extraits ces métaux. Et lorsque l'on remonte les filières, on atterrit presque systématiquement en République démocratique du Congo. La RDC est au cœur du continent, c'est le 2e plus grand pays d'Afrique après l'Algérie et il compte 110 millions d'habitants. Le sous-sol de la RDC contient à lui seul plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. Aujourd'hui, c'est 70% de la production mondiale de cobalt qui est extraite de la RDC. Le cobalt, tu me diras si j'ai bon, mais c'est un alliage que l'on utilise dans les batteries lithium-ion et en électronique. Mais ce n'est pas tout. Le sous-sol du Congo est riche en coltan, en lithium et en cuivre. Donc notre transition énergétique occidentale, en réalité, elle se passe au Congo. En tout cas, elle ne peut pas se passer du Congo. Pourtant, on n'entend jamais les voix des Congolaises et des Congolais dans les grands sommets sur la transition énergétique, écologique ou l'intelligence artificielle. Comment expliquer cette invisibilisation? Comment expliquer que les conditions sociales, économiques et politiques de l'extraction des minerais en RDC ne soient pas intégrées aux discussions sur la transition énergétique? C'est de ce hors-champ, de l'invisibilisation des modalités violentes d'accaparement des ressources du Congo, mais également sur les mondes d'après la mine que l'on va parler ce soir. Donc je vais commencer avec 45 minutes de questions pour toi, David, à peu près. Et ensuite, il y a des micros qui vont circuler dans la salle et vous pourrez aussi poser vos questions à David pendant 45 minutes. Voilà. Donc, on va commencer. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, David, j'aimerais bien que tu nous expliques, que tu nous dises d'où tu parles et d'où vient ton engagement contre l'extractivisme. Je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais aujourd'hui, tu es responsable chez Envoie. Envoie, c'est une entreprise adaptée, spécialisée dans l'allongement de la durée de vie des équipements informatiques. Mais tu restes très actif au sein de l'association Génération Lumière que tu as fondée.
Et moi, je me demande en fait, pourquoi est-ce que tu as créé cette association en sortant de ta prépa ENS à Lyon en 2017 ? Il n'y avait pas d'autres associations écologistes qui existaient à Lyon à cette époque ? Ok, bonsoir. 45 minutes, ça va être un roast. Oui, 2017, je sors de la prépa. Il y a un événement particulier, en fait, c'est la guerre en Syrie qui va ramener, va faire en sorte qu'il y ait des réfugiés syriens qui viennent. Et il y a également une montée d'un discours xénophobe. Moi, je suis réfugié en France. Je le prenais un peu pour moi. Et à ce moment-là aussi, je cherche à m'engager, mais surtout dans des structures écologistes, etc. Et les discours à l'époque qu'il y avait, c'était une vision de l'écologie qui excluait, par exemple, ma grand-mère qui n'a pas fait d'études et dont je ne pourrais jamais réellement arriver à lui expliquer ce que c'est le carbone. Donc c'était une vision très carbone de l'écologie, où, je pourrais le dire autrement, qui était très abstrait, où nos histoires disparaissaient. Moi, je suis né au Kivu. Au-delà on y reviendra. Dans l'est de la RDC. Voilà, l'est de la RDC, on y reviendra, mais comment vous dire, c'est un endroit où on a une relation à la terre qui est très particulière. Quand vous êtes à Goma, par exemple, vous avez le volcan. Quand vous êtes au sud Kivu, vous avez le lac Tanganyika qui a donné le nom à la Tanzanie et qui fait nourrir et créer des cultures autour de ça. Et ce lac, par exemple, fait partie de 17 lacs qui sont menacés de disparition dans le monde. J'étais réfugié, comme je le disais, et dans le discours qu'il y avait, c'était un discours très carbone et dont les solutions, non seulement le discours carbone qui, de mon point de vue, excluait des personnes qui n'avaient pas les compétences pour arriver à faire sur les tableaux Excel les calculs quel nombre de kilogrammes de carbone j'évite, mais également les solutions qui en sortaient, c'était des solutions type voiture électrique. Comme tu l'as rappelé, dans les voitures électriques, il y a une trace de notre histoire, de mon histoire. Et en fait, les solutions qui étaient proposées, soi-disant écologistes, étaient des solutions, quelque part, qui justifiaient la continuité de la guerre dans les territoires que j'ai fuis. Donc c'était pour moi une impasse. Il y avait un angle mort. Il y a un angle mort et voilà pourquoi, en fait, je me suis dit qu'il faut qu'on arrive à parler d'une écologie avec notre regard, une écologie qui parle de nos récits, qui parle de la terre de manière terre à terre, comme on dit chez moi, de sorte à ce que, en fait, ma grand-mère qui n'a pas fait d'études puisse s'identifier aussi. Et je dis, si on arrive à expliquer à ma grand-mère que le lac qui l'a nourri toute sa vie et sur lequel elle a pu faire du commerce et autres, que ce lac est en voie de disparition, ce serait une très grande militante. Je pense qu'elle dépasserait même Greta Thunberg dans la lutte. Et pourtant, elle n'est pas prise en compte dans un discours qui est très abstrait finalement et qui tend à l'éloigner de ces réalités-là. Voilà. Pourquoi on a fondé la Génération Lumière. Oui. En 2017, tu me disais que ce que tu as observé, c'est qu'à partir, en tout cas ce qu'on a pu observer, c'est qu'en 2016, la demande en métaux a augmenté. Oui. Et toi, qui as de la famille, qui est originaire donc, du Kivu, tu es né à Uvira. Vous avez pu aussi observer qu'il y avait une intensification des violences et de la guerre qui ne s'est jamais véritablement arrêtée, qui a commencé en 94, 95. Tu me dis si je me trompe. Oui, c'est 96, 95, c'était dans ces années-là. Et effectivement, en fait, ce qu'on va remarquer, on y reviendra sans doute, dans l'histoire congolaise,
à chaque fois qu'il y a une nouvelle Libye technologique, une nouvelle invention du monde capitaliste, en fait, il y a une concomitance avec ce qu'on va appeler des richesses, des ressources qui se trouvent au Congo. C'est qui, lorsqu'on va chercher ces richesses, vient avec son lot de violence extrême. Et donc, nous, quand on voit, avec un certain nombre de gens autour de moi, quand on voit les demandes de cobalt augmenter, on commence à sentir le fait qu'il va y avoir une intensité. La guerre, elle ne s'était pas arrêtée, on était dans une intensité basse, je ne sais pas comment le dire, et on se disait, en fait, elle va monter en intensité au vu des demandes qu'il y a. Et on est très mécontent d'avoir été des prophètes de malheur chez nous, mais malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez une bande armée qui s'appelle le M23, qui en 5 jours de combat, 5 jours de combat, ils ont tué 3000 personnes dans la ville de Goma. 3000 personnes en 5 jours de combat. On est sur un territoire qui a subi, dans lequel on a plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées pour l'accès aux ressources minières. Donc voilà, depuis 90. Voilà de quoi on parle. Et donc nous, quand on voit qu'il y a des montées comme ça, des demandes en métaux, on se dit qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc toi, la façon dont tu penses l'écologie, c'est vraiment une écologie qui intègre aussi le fait que la guerre, dans certains contextes, est un mode d'accès, un régime d'accès à des ressources. Et quand on pense à l'histoire du Congo, donc là c'est plutôt l'histoire récente, mais finalement ces formes de violence qui ont soutenu un extractivisme, un extractivisme mais aussi une économie extravertie, c'est-à-dire que les ressources ont été extraites au Congo. Alors auparavant, et c'est marrant parce qu'on reste toujours un peu sur la voiture, on reste sur la voiture, mais il y a un siècle, au 19e siècle, le Congo était aussi l'objet de toutes les prédations, notamment pour l'exploitation du caoutchouc, qui s'est faite de manière très intensive. Et toi, tu situes, en fait, tu intègres la question de la guerre, des modes d'extraction violents au Congo, dans cette filiation, dans cette généalogie en tout cas, ce que l'on observe aujourd'hui, ce serait des formes contemporaines d'un rapport colonial à l'exploitation d'un territoire? Oui, en fait, comment le dire, l'extractivisme, nous avons, on va dire, 4 manières de le caractériser, de le scinder et essayer de le voir. Et donc on a l'exploitation massive, intensive, et ensuite on a le fait que ce n'est pas destiné à une consommation locale, c'est toujours destiné pour l'extérieur. Et ensuite, l'autre partie qui est essentielle aussi dans cette analyse, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait un régime politique qui le permette. Et quand on parle de régime qui le permette, au Congo, actuellement, vous avez donc une installation de la guerre et une corruption institutionnalisée. Mais si on remonte donc en 1885, c'est ce à quoi tu faisais allusion, on voit aussi que le Congo, au moment où les grandes puissances coloniales se réunissent à Berlin pour se partager l'Afrique, d'abord ce n'était pas ça le sujet, à la base c'était la question congolaise, ils se sont réunis pour régler la question congolaise. Ah bon? Oui. Voilà. Ensuite, ils se sont dit, pourquoi pas, on peut se partager tout le continent. Et cette question-là, elle sera résolue différemment des autres parties du continent. C'est-à-dire que le Congo va appartenir à un seul homme. Ça va être une espèce de protectorat commercial dont le roi des Belges, qui appartient au roi des Belges, mais de notre analyse, c'est une espèce le roi des Belges est un espèce de gérant d'intérêts capitalistes sur ce territoire.
Eh bien, ce mode de gouvernance est quelque chose qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est d'une manière un peu linéaire, c'est-à-dire on a en place des dirigeants, en tout cas des dirigeants qui sont au service de ces systèmes capitalistes. Le seul qui a essayé d'entrecontre, de se dire, bon voilà, par exemple, désormais chaque contrat minier sera discuté par la représentation nationale. Il a été tué au bout de 6 mois, Patrice Emery Lumumba. Et ce qui suit après, voilà, c'est un régime qui répond aux désirs des industries capitalistes dans ce territoire. Donc, quand on parle de ces régimes de violence, c'est quelque chose qui est structurel, qui commence depuis ces années-là, où le territoire congolais est vu comme une espèce de réservoir dans lequel on peut toujours venir puiser. Et on fait en sorte qu'il n'y ait aucune résistance à cela. Donc c'est comme ça que nous, on le comprend. Et quand aujourd'hui, on essaie de moraliser cette exploitation en lui donnant une noble cause qui serait la transition écologique, c'est pour nous simplement un alibi. Un alibi pour une continuation de l'extractivisme, une continuation en fait, de la spoliation de nos terres, la destruction de la vie sur ces territoires, pour continuer les business as usual comme c'est aujourd'hui. Oui, et puis un autre facteur, tu l'as peut-être dit, mais c'est aussi le fait que le peuple est privé de ses ressources. En réalité, le peuple congolais ne bénéficie absolument pas de cette extraction. Et à la limite, la seule manière, ou en tout cas une des possibilités qui est offerte à donc des mineurs, des creuseurs, c'est typiquement de creuser, de travailler dans ces mines dites artisanales qui en fait sont simplement des espaces de non-droit, en dehors de toute protection justement du travail, extrêmement dangereux. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que le chiffre du budget de l'État congolais est public. C'est 60 000 milliards de francs CFA pour 2026. En dollars, ça fait 20 milliards. Et ça représente moins que les bénéfices nets du 4e trimestre de Apple en 2025, qui s'élevait à, alors je ne sais pas le chiffre exact, je ne sais pas si c'est entre 23 ou 27 milliards de dollars. Donc ça, c'est juste un trimestre de bénéfices de la société Apple qu'on connaît tous. En fait, c'est que les Congolais n'en profitent pas. Désolé de le dire comme ça, c'est pas une surprise parce que c'est ça le modèle. Ce n'est pas fait. En fait, il y a une expression. Désolé, je reviens là-dessus. Il y a une expression au Congo qui vient d'un un géologue belge, qui serait arrivé sur ces territoires en 1897, je crois. Quelques années après 1885, qui aurait vu face à l'abondance des ressources sur ces territoires, aurait dit que le Congo serait un scandale géologique. Et donc on a une vision en fait de ces territoires où quand on est congolais, quand on dit scandale géologique, on est très content en fait. C'est positif, ça veut dire que c'est l'abondance. Ça veut dire que c'est l'abondance, mais en fait c'est l'abondance dans le regard de l'autre. Il y a dans le regard de ceux qui ont besoin de ces ressources minières. Et en fait, dans ce projet-là, ce que moi j'aime bien rappeler, c'est que le géologue, là, il n'a pas vu notre capacité à produire des belles mélodies comme la rumba congolaise, par exemple. Il n'a pas vu, il n'a pas considéré les cultures qui étaient là. Ce qui l'intéressait, 7 ans après cette réunion à Berlin, c'était ce qui s'est trouvé sur le sous-sol congolais. Et donc, cette vision de déconsidérer ce qui peuple ce territoire, donc les humains et les non-humains, continue jusqu'aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait, le Congolais, lorsqu'il n'est pas utile à l'exploitation, il ne sert à rien en réalité. Et je ne vais pas aujourd'hui décrire la manière dont on viole, dont on tue au Congo, mais on est typiquement dans une déshumanisation, dans la négation de notre humanité.
et de sorte à ce qu'en fait, il y ait une peur de résister quand on est sur des territoires où il y a l'exploitation, ou voire, ou pire, quitter ces territoires et les laisser libres à l'exploitation. Et donc, les artisans qu'on voit là-bas, c'est en réalité des miettes qui sont rejetées par des industries ou des espaces qui ne sont pas encore découvertes par les industries quand ils vont faire leur photographie du sous-sol congolais quand ils ont besoin d'exploiter. Donc, c'est ça qui reste aux populations congolaises et qui se trouve souvent arnaqué parce que parfois, on parle du cobalt. Quand on est dans une région du sud, au Congo, vers les Katanga, vous pouvez avoir des mineurs qui vont, par exemple, récolter du cuivre. Donc comment est-ce qu'on récolte du cuivre? On creuse des trous. Très profond. Très profond. Et parfois, souvent, c'est des enfants qu'on envoie. Bien souvent, c'est des enfants parce que leur corps est fin, donc ils peuvent rentrer dans des trous plus facilement. En fait, c'est assez organisé de cette sorte-là. Et en fait, quand ils vont vendre dans un comptoir est souvent tenu par des personnes étrangères de ces territoires. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que, par exemple, le cobalt est un coproduit du cuivre. Donc, même lorsqu'ils arrivent après des heures et des heures de travail au péril de leur vie, parce que les mines deviennent souvent leur tombeau, en réalité, ils arrivent là-bas, la personne pèse, elle lui dit, voilà, le prix de ton cuivre. Sauf qu'on a oublié qu'il y a aussi du cobalt sur le caillou que la personne vient de ramener. Il y a peut-être plus de valeur. Il y a peut-être plus de valeur. Et bien, du coup, la personne est arnaquée comme ça, et ce n'est pas déclaré de la même façon. Donc l'État congolais aussi perd de l'argent parfois comme ça. En fait, c'est un système qui n'est pas là pour le bénéfice des habitants de ce territoire. Et encore une fois, comment ça pourrait être bénéfique? Comment quelque chose qui détruit autant la vie peut être bénéfique à ceux qui habitent ces territoires et qui ont vocation à y rester? Le système est fait pour détruire, amener ailleurs ce qui sort des ventres de ces montagnes-là. Mais, alors, justement, quand on replace un peu les enjeux de cette transition énergétique qui mettent le Congo vraiment au centre du monde, il y a des analystes géopolitiques qui disent aujourd'hui que le Congo a peut-être une opportunité et que c'est peut-être une chance pour le pays de se positionner comme acteur incontournable. On compare le Congo maintenant à l'Arabie Saoudite, à ce qu'était l'Arabie Saoudite dans une économie qui était basée sur le pétrole, dans une économie d'une transition énergétique dépendante de minerais comme le cuivre et le cobalt. En fait, le Congo est représenté un peu comme le nouvel Eldorado. Et il y a des voix qui disent que ça peut être un véritable le moyen pour le Congo d'utiliser ce levier pour se positionner dans un jeu international, faire jouer éventuellement des puissances les unes contre les autres, et peut-être que ça pourrait être l'occasion donc de reprendre du contrôle, du pouvoir sur l'extraction minière. Je pose la question, hein. Mais tu viens de parler des conditions désastreuses de l'extraction des minerais. Peut-être que le Congo pourrait utiliser les ressources que lui apporterait donc l'exploitation de ces ressources minières pour justement structurer des chaînes de valeur, faire de la mine responsable, pour peut-être renégocier les contrats, faire appliquer le droit du travail, nationaliser les mines, je ne sais pas, tu vois, je me dis, est-ce que c'est, à ton sens, quelque chose qui est une bonne idée? Alors, d'abord, c'est vrai que très souvent, je te remercie pour cette question, très souvent, c'est comme ça que c'est le monde qu'on nous promet quand on parle du Congo. D'abord, commençons par quelque chose. Une mine responsable, c'est quoi exactement? Parce que si on regarde au niveau environnemental, aucune mine neutre, aucune activité minière ne neutre au niveau environnemental. Donc je ne sais pas ce qu'on entend par responsable dans ce mot-là.
Ensuite, je reviens sur ta question, parce que je l'ai bien compris, j'aime bien rappeler cette histoire des mines responsables, parce que ça fait partie des arguments marketing des industries minières. Et souvent, ce sont des arguments qui sont utilisés dans les pays du Nord où on va exploiter des mines pour faire une distanciation avec les mines d'ailleurs. Ils assument leur racisme en disant ça. Ici, on fera mieux, ça ne sera pas comme ailleurs, ça ne se passera pas comme au Congo, quoi, par exemple. Vous avez parfois du cobalt dit de cobalt responsable parce qu'il ne proviendrait pas du Congo. C'est le seul argument dans le truc. Je ferme cette parenthèse. Je suis désolé, j'en ouvre plein, mais... Ouvre autant de parenthèses que tu veux, on a le temps. Maintenant, si on revient à cette histoire de le Congo pourrait finalement jouer en jeu, c'est ce qui se passe actuellement en réalité. Il y a une guerre dans le nord et le sud Kivu, dont le gouvernement rwandais est impliqué, parce que c'est le gouvernement rwandais qui finance la bande armée qui détient la ville de Goma, Bukavu et d'autres territoires dans le nord et le sud Kivu. Et la condition que, par exemple, Trump a imposé au gouvernement congolais, ce serait une espèce de deal un peu bizarre de mine contre sécurité. Et donc, les gens pensent que c'est ça qui va nous sortir de là. Nous, on a une vision complètement différente. Nous, ton association oui, et l'écologie que vous portez. Voilà, l'écologie qu'on porte. En fait, j'aimerais qu'un jour, posons-nous la question, parce que le Congo, comme on l'a dit, c'est plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt. Et 70%, ça fait 70% de cobalt mondial, la production, en termes de production, c'est 70% du cobalt mondial. Et quand on parle du coltan, les réserves, c'est autour de 60 et 80% des réserves mondiales de coltan. Je ne parle pas d'or, je ne parle pas d'autres minerais. De façon provocatrice, qu'est-ce que ça voudrait dire au monde si le Congo arrête un peu, fait une petite grève? Qu'est-ce que ça pourrait signifier dans un système qui se goinfre de métaux aujourd'hui? On pourrait proposer une espèce de régime au système capitaliste. Le Congo refuse de vous fournir 70% du cobalt mondial. Je pense qu'on va commencer à se questionner sur notre rapport au monde. Mais pour aller encore plus loin, nous avons une vision de ces territoires, comme je le disais, qui ne doit pas correspondre tout le temps au désir du colon. Désolé de le dire comme ça dans un musée Jacques Chirac. Voilà. Nous avons une vision qui est dans une sorte de dire, en fait, ces territoires ont subi depuis 1885 les assauts de l'extractivisme. Vous savez, tu as donné les chiffres d'un demi-million de roches pour 1 kilo de cuivre tout à l'heure. Le Congo en produit 2,2 millions de cuivre chaque année. Regardez ce que ça fait sur un territoire comme ça. Et ensuite, vous multipliez par tout un tas de métaux. Pour l'or, c'est pire en termes de ratio dans l'exploitation. Si on reste dans une vision purement analytique des sens. De l'autre côté, il y a le fait que c'est toujours une économie qui est calquée à un système colonial depuis le début. On vient, on extrait, on amène ailleurs. On ne se pose pas la question des besoins des habitants et habitantes qui peuplent ce territoire. On ne s'est jamais posé la question de comment on fait pour nourrir la population congolaise. On a 80% des terres arables qui ne sont pas cultivées au Congo. La mine pollue, elle éventre nos montagnes, elle injecte des acides toxiques pendant des générations et des générations dans les rivières et dans les lacs. Et le monde merveilleux qu'on nous propose, ce serait vous serez l'Arabie saoudite de l'Afrique. C'est quelque chose qui est complètement aberrant. On ne mange pas du cobalt, on ne mange pas du coltan. Ça, c'est le premier argument. Et puis, l'autre argument, c'est que
on ne s'est pas posé pour se questionner sur quelle est notre ontologie, c'est quoi notre vision de l'économie, par exemple, du Congo. Mais quand on l'observe, moi j'ai eu la chance de vivre dans ces territoires-là. En fait, on a des formes d'économie qui n'ont pas la chance d'éclore parce qu'on a une vision sur le PIB, sur une économie qui va rentrer dans des indicateurs qui sont produits ailleurs. Mais quand on regarde la manière dont nous, on pratique notre économie, c'est une économie qui va produire souvent des effets de mutualisation. On va avoir des économies qui vont aller à l'encontre, par exemple, des systèmes bancaires. Pour les Congolais qui sont ici, ils connaissent ce qu'on appelle l'Ekilimba. C'est un système en fait d'épargne collectif. On a des systèmes où on va aller construire des maisons, on se réunit, on construit la maison de quelqu'un, ensuite on mange ensemble, puis on part, on construit la maison. Ça s'éloigne des systèmes bancaires, ça s'éloigne, je ne dis pas que toutes les banques sont maudites, enfin, faites sans ce que vous voulez, mais en fait, ce que je vais dire, c'est qu'on n'a pas laissé à ces territoires la capacité à produire sa propre vision sur la vie, en fait. Ce qu'on nous impose, c'est quelque chose qui doit répondre au tableau Excel des FMI, etc. Nous pensons que ce n'est pas comme ça qu'il faut penser ces territoires. On a des territoires qui, comme je le disais, qui sont inventés, et nous pensons qu'il faut s'éloigner de cette vision-là. Pas uniquement par provocation pour dire, bon, on va voir ce que ça fait au monde s'il n'y a pas de cobalt ou de coltan congolais, mais moi je pense que ça ferait énormément de bien. Je ne vais pas faire un test, mais en fait, pensez à vous-même combien de gadgets électroniques vous avez chez vous. Les chiffres de l'ADEME, c'est autour de 7 à 9 produits électroniques que vous avez dans vos maisons. Vous enlevez les métaux du Congo, je parie qu'à un moment donné, un certain nombre de choses vont devenir très très chères, qu'on ne va plus vouloir en avoir. Et puis, ça répond, cette vision-là de dire le Congo va s'imposer au milieu, ça répond aussi à une vision qui est complètement fausse de la réalité, parce que ici, on ne dit pas, on invisibilise la question congolaise, on invisibilise le lieu de production de ces métaux, en vous disant, par exemple, que c'est dématérialisé. Donc, je pense que le fait, dématérialiser, il n'y a rien de matériel que le smartphone que vous avez dans vos poches, mais on arrive à faire croire que c'est dématérialisé, et c'est presque institutionnel. Aller chercher du boulot, prenez un rendez-vous à la préfecture ou quoi que ce soit, sans passer par le numérique, c'est impossible. Donc, le fait que le Congo, à un moment donné, dise non, on arrête, ça permet peut-être d'amener une vision du monde beaucoup plus douce, où on va s'intéresser à la matérialité des choses, à adoucir aussi un certain nombre de choses. Et on ne le dit pas uniquement par pur altruisme. Le fait de ne pas continuer à polluer nos sols, à polluer nos rivières, c'est quelque chose qui est fondamental. Encore une fois, on ne mange pas ces métaux. Et moi, j'ai un témoignage de membres de l'association qui a été à Ituri, où on exploite de l'or. Où ça ? À Ituri, c'est au nord du Congo, où il y a beaucoup d'or, et qui en est sorti malade parce que des rivières sont devenues jaunâtres. On a des endroits où il y avait de l'eau, il n'y en a plus, il n'y a que de boue un peu bizarroïde comme ça. Et juste à côté, on a une école où les enfants sont assis sur des cailloux pour être instruits. Voilà les systèmes dans lesquels nous sommes. Nous pensons qu'il y a une autre vision, on peut sortir de la mine et penser une économie différente sur ces territoires qui sera en fait en alliance avec la Terre, et c'est une économie finalement qui correspond à notre méthode d'habiter la Terre, qui est, pour emprunter les mots de Malcolm Ferdinand, qui est loin d'une ontologie capitaliste qui nous est imposée depuis 1885. Donc, l'imaginaire que vous portez, c'est pas seulement celui qui permettrait de rompre avec l'extraction minière et la mine, ou en tout cas de simplement sortir de ce jeu-là, mais c'est de proposer
un autre monde. Et je me demande, dans cet horizon-là, qu'est-ce qu'on fait des mines? En fait, c'est quoi le futur du Congo? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut sortir de la mine, véritablement? Qu'est-ce que ça devient? Comment est-ce que ça devient... C'est quoi les nouvelles questions qui se posent? Il y a la question de la réparation qui se pose. Il y a la question de la réparation qui se pose. On va la réfléchir. Allons-y doucement. En fait, quand vous visitez des anciens sites miniers, ce que vous allez voir, c'est que plus personne n'y fait rien. Ça devient des endroits où vous retrouvez un peu des plantes, etc. Mais vous n'avez pas le droit d'y marcher parce que voilà, ça peut être dangereux. Vous ne pouvez plus y cultiver, etc. Donc vous pouvez le voir comme des endroits toxiques. Nous, on préfère le voir comme... il y a un art japonais qu'on appelle les kintsugi. Quand les choses se brisent, vous les recollez, puis vous en prendrez soin. Et nous, on aimerait voir ces sites, ces endroits-là, comme des endroits où, en fait, nous rappellent vers quoi il ne faut plus jamais aller. Et où la vie, finalement, reprend. Ces plantes, c'est de la vie, en fait, qui reprend sur ces collines, sur ces montagnes. Et où, finalement, à l'encontre, justement, du modèle qui a réussi à tuer entre 1885 et 1908 10 millions de Congolais, ensuite qui a réussi à tuer après, dans l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, 6 millions de Congolais, où la vie n'est plus sacrée. Là, on a quelque chose qui va sacraliser la vie, ramener la vie comme un élément important qui devient sacré, et pas juste, et ne pas voir les corps des Congolais et Congolaises comme justement juste des outils au service de la production. Et lorsqu'elles ne produisent pas, en fait, ils ne sont bons qu'à être détruits, mutilés et autres. Et donc, voir ces espaces-là, pour nous, donc cette période-là, c'est une période qu'on pourrait appeler des transitions, qui nous permet d'aller vers une économie dans laquelle nous souhaitons. Et donc, c'est voilà, la réparation des corps, la réparation de ces territoires, et où, justement, comme je le disais, voir ces territoires comme des endroits qu'on va chérir, qu'on va aimer, mais sur lesquels on n'a plus le droit de toucher. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que l'endroit où on a été exploité de l'uranium qui a servi dans la bombe H, c'est l'endroit où on a retrouvé du lithium. Actuellement, en 2021, on a trouvé du lithium. Et il y a des tractations entre les Australiens, les Chinois et les Américains pour encore à l'exploiter dans cette même zone. Donc vous voyez, en fait, si nous-mêmes, nous ne prenons pas l'ampleur de cette situation et de dire, stop, cet endroit est sacré. Le Congo devient sacré. La vie au Congo doit redevenir sacrée parce que les autres ont décidé qu'elle ne l'était pas. C'est donc aux Congolais qui habitent ces terres de rappeler la sacralité de la vie et de ces territoires, des humains qui l'habitent. Les violences que subissent les corps des femmes dans les territoires sont au-delà de l'imagination. Et la seule manière de comprendre cela, c'est cette manière dont on disait, l'extractivisme, et là, elle broie, elle refuse la vie dans ces territoires. La manière dont on tue au Congo, c'est une manière industrielle. Je le disais, en 5 jours de combat, ils ont fait 3000 morts. Qui sait demain, dans cette vision du monde où tout le monde a besoin de ces cailloux, combien d'autres, des millions de Congolais seraient tués pour accéder à ça? Combien de territoires seront dévastés? Juste un petit rappel, quand même. Quand je le dis, c'est sacré, et peut-être que je suis un peu je suis peut-être un peu très loin dans mes imaginations. La RDC, c'est le premier puits de carbone au monde aujourd'hui, la forêt congolaise. Elle perd chaque année 500 000 hectares de forêt, dont l'extractivisme minier fait partie des raisons de cette destruction. On est en train de mettre, pas uniquement la vie des Congolais, mais les conditions d'habitabilité de la terre, donc du monde entier, là-dessus. Et pour continuer à convaincre un peu sur ce modèle d'il faut faire autrement, j'ai un ami à moi qui vient du peuple Yukpa, qui s'appelle Juan Pablo Gutiérrez, donc son peuple se trouve
entre le Venezuela et la Colombie. Et il me disait, David, tu sais que les peuples autochtones, il n'y a que 4% dans la population mondiale de gens qui sont considérés comme peuples autochtones. Et 80% des terres qui sont préservées aujourd'hui, ce sont des terres qui se trouvent chez les peuples autochtones. Donc, en fait, peut-être que ma vision est assez arriériste, mais enfin, je ne sais pas comment le dire, mais on voit là, par exemple, un bel exemple des gens qui ont su préserver la vie et qui sont ultra minoritaires. Donc, ce que je dis, ce n'est pas juste de fantôme, c'est qu'on sait préserver la vie. Il faut continuer à préserver la vie dans ces territoires. Et voilà. Merci. Alors, je pense que tu nous as... un petit peu, au pas de course, mais tracé, je pense, et posé pas mal de repères, notamment le fait que la guerre au Congo, c'est pas vraiment la guerre du Congo entre Congolais, que c'est une guerre à laquelle le monde entier participe. Et c'est important de bien qualifier les choses et de rappeler que ça reste un régime, une manière de déstabiliser un territoire pour accéder à des ressources à bas coût. Ça n'est pas autre chose que ça, la guerre au Congo. Absolument. C'est important de le rappeler. J'ai l'impression souvent qu'on nous fait peser sur nos épaules, à nous Congolais, les conséquences de cette guerre, et le monde entier profite de ce qui en sort. Lorsqu'on parle de la question congolaise, vous avez grosso modo deux manières dont on va le peindre dans les médias. C'est il y a trop de corrompus chez vous. C'est chouette, mais vous n'avez pas parlé des corrupteurs. Deuxièmement, on dit que ce n'est que des problèmes ethniques. Nous sommes 450 peuples différents dans ce territoire. 450 peuples différents. Et le problème, ça serait de l'ethnie. Une manière, encore une fois, de masquer les responsabilités, de ne pas parler de la goinfrerie des métaux dans les sociétés qui en ont besoin, et de nous faire peser cela et de dire finalement, vous n'avez qu'à régler ça entre vous, vous n'avez qu'à bien vous entendre. Ce qui est complètement absurde, mais c'est une vision qui continue à régner sur ce qui se vit au Congo. Donc voilà, merci de me donner l'occasion de dire, en fait, c'est un peu fatigant de porter tout ça sur nos épaules, alors que nous ne sommes pas... Enfin, il n'y a pas d'Apple Store au Congo, par exemple. Quand tu vas avoir le Black Friday, vous n'avez pas des avions qui viennent de la RDC jusqu'à l'Apple Store d'à côté pour prendre le nouvel iPhone qui sort. Donc voilà un peu vers qui il faut en réalité s'orienter quand on veut comprendre ce conflit-là. Et donc on est au cœur de l'empire de ce qui se passe au Congo. Et c'est à partir de là qu'il faut se poser la question et arrêter à chaque fois d'esquiver ces responsabilités-là. Merci beaucoup, David, pour ton regard sur le Congo et surtout sur l'écologie que vous nous proposez, vers laquelle vous nous proposez d'aller. Ponctualité parfaite, 20h15. Je vous propose donc de faire circuler les micros dans la salle pour continuer cette discussion. Moi, j'ai posé pas mal de questions. Je pense que vous en avez aussi. Les questions, faites des questions. Et les mains, signalez-vous. Il y a 2 micros, je pense, qui circulent. Voilà, quelqu'un devant, et c'est très bien, parce que je vois qu'il y a des femmes qui prennent la parole, et c'est ce que j'allais dire, donc allez-y. Bonsoir. Alors déjà, merci pour cette conversation, c'était hyper intéressant. Moi, je viens de l'autre côté, je suis haïtienne, et il y a encore un mois, j'étais à la RDC parce que je co-organise un festival, et du coup, on avait un volet qui se faisait à la RDC, et c'était pour moi qui suis haïtienne et qui donc vient d'une autre histoire de l'exploitation et de l'extraction, de mettre le pied sur le continent et de mettre le pied dans un pays qui
aussi à une histoire commune avec Haïti. C'est pas une question, mais je voulais un aspect de la discussion de ce soir que je trouve intéressante aussi à poser, c'est la question du techno-fascisme et du techno-solutionnisme. On a de plus en plus plein de gens qui poussent pour l'IA et la discussion autour de la consommation d'eau de l'IA n'est plus à refaire, mais on ne parle pas assez de cette utilisation par les néo-technofascistes de l'intelligence artificielle pour pousser notamment des discours xénophobes. On entend paradoxalement de nous autres personnes non blanches, voilà, notamment avec les élections dans des pays comme la France, etc., il y a une crise migratoire, une subversion migratoire, etc., en ne posant pas les raisons historiques de cette migration, comme si nous, on n'avait pas envie de rester chez nous de prime abord, et de l'autre côté, comme s'il n'y avait pas non plus ce deux poids, deux mesures de oui, c'est pas qu'on a envie de quitter chez nous, mais c'est qu'il y a aussi on est poussé de toutes parts, on est poussé quand on est chez nous et on est poussé aussi quand on arrive chez vous. Et de l'autre côté, il y a ce truc du technosolutionnisme, comme si tout compte fait, ce n'était pas si grave et que si on poussait l'exploitation assez loin, au bout d'un moment, on finirait par trouver une solution aussi technologique à ce problème. Donc il y a les deux côtés de la question que je trouve intéressant aussi à poser. Merci. Est-ce que je réponds direct Oui, merci beaucoup et je suis content que vous ayez été au Congo. C'est vrai qu'il y a une histoire assez liée avec ça. J'ai commencé l'histoire du Congo en 1885 tout à l'heure, mais on a oublié, on n'a pas parlé justement de... on aurait pu la commencer peut-être en 1492 par exemple, et tout le siècle où on a déporté des populations congolaises vers les autres continents. Et ça aussi, ça fait partie de ces systèmes dont on dénonce depuis tout à l'heure. Maintenant, sur la partie technosolutionniste et autres, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, on produit dans le monde 1,5 milliard de smartphones. Et je crois qu'actuellement, on est en train de produire 15 millions de serveurs qui vont servir dans l'IA. Les infrastructures à la fois que chacun va avoir dans sa main qui va contenir l'intelligence artificielle et l'infrastructure qu'on appelle, avec un langage encore une fois qui masque ses responsabilités, dont on va dire le nuage, donc les data centers, contiennent pareil des métaux qui viennent de la RDC. Et même si on ne prenait pas ça en compte, ce qui permet de faire circuler le réseau Internet, ce sont des câbles qui traversent des continents et dans ces câbles, vous retrouvez également du cuivre. Il n'y a rien de plus matériel que ça. Et donc quand on nous dit ça va sauver le monde, moi j'ai du mal à voir comment, alors ils sont peut-être jamais allés dans les mines, mais j'ai du mal à voir comment on sauve la planète en creusant des trous énormes qui font parfois 3 tours Eiffel pour extraire du cuivre. Je ne vois pas comment on peut sauver le monde en empoisonnant des terres, mais ça correspond, de mon point de vue, à 2 choses. Le fait qu'en Occident, on a du mal à interroger la modernité et il y a cette phrase de la poursuite du progrès. Voilà. Je discute avec certains chercheurs, je vois à quel point il est impossible, presque une foi religieuse, de questionner la technologie. Voilà. Donc c'est comme une croyance pour des personnes qui se prétendent souvent très, très rationnelles. C'est comme une croyance assez folle sur la technologie et on masque complètement les territoires du Sud global, notamment sur le lieu où vont provenir les métaux. Donc on va arriver sans doute à créer des systèmes de bulles décarbonées ici avec la voiture électrique. C'est vrai qu'elle ne va pas polluer, par exemple. Je vais un peu loin par rapport à votre question, mais voilà, elle ne va pas polluer quand elle roule ici, mais en fait, on a parlé du cuivre, on a parlé des lieux où ça produit. Donc, c'est une manière on reste finalement dans cette géographie coloniale où on va produire là-bas, on va extraire là-bas et on va jouir des bienfaits de cette extraction ici et on va laisser les externalités négatives sur ces territoires. Et donc les technosolutionnistes, c'est juste des gens qui sont aveugles à ce qui peut se passer ailleurs si ça ne se passe pas sur leur territoire immédiat. Et
pour moi, ce n'est pas de solution, mais effectivement, c'est ce qui est vendu. Et on voit que les personnes les plus riches actuellement dans le monde, c'est souvent des personnes qui sont liées à cette technologie-là et qui ont des idées qui hiérarchisent les vies d'ailleurs, alors qu'ils vivent sur le sang des Congolais notamment et des travailleurs un peu partout dans le monde. Et la partie justement sur le racisme et la xénophobie de la question et l'invisibilisation des raisons finalement des circulations et des mobilités. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez présent, que nous on remarque souvent. Je donne un exemple. Quand on va débattre avec un certain nombre de gens, on nous dit oui, mais en fait c'est pas réaliste ton truc. Ici, ça voudrait dire que on va plus avoir de l'intelligence artificielle. Et moi je dis ben oui. Voilà. Sauf que je suis pris pour. Enfin voilà, c'est comment vous montrer. Votre vie, c'est pas grave en réalité. Ce dont on a besoin, c'est de l'intelligence artificielle. En fait, c'est assez fou de questionner ça aujourd'hui. Pour pas aller plus loin, la France a prévu d'investir 109 milliards dans l'intelligence artificielle. Et au moment où le président Macron a annoncé ça, il a invité le président du Rwanda, Paul Kagame, dont les rapports sortaient qui disaient que, en fait, le président rwandais finance la bande armée du M23. Mais il a été accueilli en France parce que le Rwanda produit du coltan qui provient du Congo, par exemple, et qui vont pouvoir peut-être demain servir à ça. Et le Rwanda a signé des accords avec l'Union européenne. Et moi, j'étais le 1er décembre 2025 à l'Union européenne. Je pose la question au commissaire européen. Je lui dis, voilà les preuves. On a amené même des images satellites pour le montrer que c'est un peu sérieux ce qu'on dit. Il nous répond, c'est la seule manière de garder un dialogue avec le président du Rwanda. Je suis d'accord avec vous, David, vous souffrez, mais bon, quand même, il faut qu'on continue le dialogue avec le Rwanda. Vous voyez dans quel cynisme nous sommes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchisation des vies et surtout comme une espèce une banalisation des souffrances des corps des racisés, notamment des personnes noires en particulier. Bonsoir à tous, Basé Limbo, Team Congo. Merci beaucoup pour cet échange. Vous parlez de perspective congolaise. Merci, c'est important de donner la parole aussi à nous, Congolais. Je pense qu'on est plusieurs ici dans la salle. Il y a un mot que vous avez employé qui m'a assez gênée, c'est le mot guerre. Ce n'est pas une guerre qui se passe au Congo. Si vous voulez parler de la situation au Congo, parlez d'une guerre d'occupation, d'une guerre d'exploitation. Mais il y a aussi un terme qu'on n'a pas évoqué ce soir, c'est le génocide. Donc David, si tu pouvais en parler. Et nous avons aussi la présidente de CAIP, Ndeko-Kam, qui est ici, qui a, avec CAIP, l'association, qui ont porté justement et qui portent encore depuis 15 ans, quasiment, plus d'une décennie, cette question du génocide. Parce que c'est un génocide qui se passe au Congo actuellement. Quand on parle de 6 millions de morts, et ce chiffre-là, il date de 2006, donc c'est encore un chiffre qui est vraiment minimisé, ce n'est pas une guerre. Donc les mots sont importants, et là on a quand même beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont aussi là pour relayer l'information que nous partageons ce soir. Parlons de génocide. Cessons de parler de conflit, cessons de parler de guerre. Si vous parlez de guerre, mettez à côté ce terme, guerre d'exploitation, guerre d'occupation, mais surtout du génocide. Donc David, toi qui es là, j'aimerais aussi peut-être que Ndeko-Kam puisse aussi en parler pour ajouter aussi ce que tu pourrais dire, parce que c'est très très important de bien définir les choses. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Alors, très rapidement, génocide, c'est un mot que la jeunesse congolaise basée dans la diaspora a décidé de poser pour définir la situation à l'est du Congo, donc génocide pour des intérêts économiques. Donc c'était le terme pour nous pour arriver à sensibiliser sur cette situation d'exploitation des ressources naturelles. Le but pour nous n'est pas de dire arrêtez d'utiliser les téléphones portables parce qu'on en a tous besoin, mais juste ne pas tomber dans cette société de consommation systématique et derrière de nous responsabiliser et de ne pas être complices finalement de cette exploitation qui est illicite. Nous ne devons pas cautionner le fait par exemple que des femmes soient violées, des enfants soient violés, que
des villes entières soient complètement rasées juste pour pouvoir avoir un téléphone et un ordinateur portable. Donc le terme génocoste, donc c'est notre aspect aujourd'hui, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est vraiment un lobbying au niveau de la justice, parce que nous voulons qu'il y ait aussi une justice par rapport aux victimes de ce génocide-là qui est en RDC. On voudrait aussi qu'il y ait une condamnation. On voudrait aussi qu'au niveau de l'État français, même au niveau de la Commission européenne, qu'ils imposent une traçabilité des ressources naturelles. Nous ne pouvons pas consommer aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous consommer des produits qui sont issus des viols et des massacres de la population. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous connecter. Vous avez pas mal d'associations aujourd'hui parce que je pense que beaucoup se posent la question que font cette jeunesse. Non, la jeunesse congolaise aujourd'hui, elle est très mobilisée. Elle est simplement invisibilisée. Et donc, quand on a l'occasion de prendre la parole comme aujourd'hui on le fait, vous avez les pages comme Team Congo qui sensibilisent énormément. Vous avez la page Génocoste et je vous invite vraiment. Vous avez aussi au niveau cinéma un film qui s'appelle Munganga de Dr Denis Mukwege. Je pense que beaucoup l'ont vu. Je vous invite aussi à le regarder. Ça va énormément vous sensibiliser sur la situation à l'Est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux répondre directement. Merci de prendre ce temps de parler du Génocoste. Peut-être le dire autrement. Je pense que, en fait, c'est un terme aujourd'hui qui vient. Alors, les génocides est un terme qui vient d'une personne juive qui a vécu la Shoah. En 1948, ils ont décidé de dire que c'est un génocide et on l'a inscrit, on a défini des règles pour le reconnaître. Et vous remarquerez qu'en 1948, il n'y avait pas beaucoup de pays africains indépendants. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, en Namibie, les génocides des Herero, a priori, on n'en parle pas, on ne dit pas que c'est un génocide. Et donc, je trouve extrêmement courageux et bienvenu qu'il y ait des Congolais qui décident de dire ce qui nous arrive, ça s'appelle un génocoste, un génocide pour des gains économiques. Et maintenant, le travail, je pense que c'est un travail qui amène une certaine innovation dans la compréhension de ce qui se passe et voire dans la définition même de ce que c'est un génocide. Et je trouve ça incroyable. Mais ça ne doit pas se limiter au territoire congolais. Ça doit être quelque chose qui, à mon avis, doit être possible, dont les autres territoires en dehors de la RDC peuvent aussi l'utiliser pour que ce soit aussi un terme qui ne spécifie pas que le Congo, mais qui dit en Amérique du Sud. Ce qui se passe quand il y a telle ou telle exaction, en fait, ça a une caractéristique, ça s'appelle un génocoste. Et je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Il y a une conférence le 27, dans quelques jours, la première conférence internationale sur le génocoste. J'y serai à l'Institut de France, donc vous êtes invités, où on va parler de ce sujet-là. Mais je vous remercie de le mettre en lumière et de permettre à ce que on puisse donner de noms, mettre des mots sur ce qui nous arrive et arriver à cette question de la justice. On a parlé tout à l'heure de la réparation et j'ai vu des gens applaudir. La question de la réparation, que ce soit au Congo, mais j'ai l'impression même ailleurs, c'est une question qui est taboue. Et ces termes-là, justement, je pense, permet à ce que ça ne le soit plus, à ce qu'on puisse dire quelles sont les responsabilités des uns des autres et comment on répare, même de façon financière et mémorielle là-dessus. Donc merci d'avoir évoqué ces termes et merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Merci pour cette intervention et merci pour l'importance de cette conférence. Je m'appelle Zia, originaire du Kivu, comme vous, du territoire de Massissi. Ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la philosophie bantoue et dans la conscience congolaise, il y aurait un substitutif à cette économie capitaliste? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le budget congolais dont un tiers issu de l'exploitation minière, il est pensé un substitutif pour un essor économique possible pour les Congolais et qui agit en faveur de leur bien-être? Merci.
pour cette question. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'économie congolaise est vraiment structurée comme une économie coloniale. C'est une économie d'exploitation où on va extraire et on va vendre ailleurs. Et comme on le disait tout à l'heure, l'extractivisme, qui est le système pour nous qui permet d'expliquer ce qui se passe au Congo, est fait du fait de pouvoir exploiter intensivement, massivement, détruire et avoir un régime politique. Chez nous, ça s'exprime de deux manières. On installe la guerre dans les régions où on n'a pas beaucoup d'industrie et dans les régions où il y a beaucoup d'industrie, c'est-à-dire au sud, on va installer un système de corruption institutionnalisé, de sorte à ce qu'en fait, ceux qui vont parfois diriger les territoires et même ceux qui font la guerre font partie de cette machine-là. Et donc, je n'attends vraiment pas de ces personnes-là de penser à une autre forme d'économie sur ces territoires où les budgets seraient mis en place. Allez regarder, par exemple, désolé, c'est un peu technique pour les non-congolais, du coup, mais allez regarder ce qui se passe sur la FONAREV. Ils souffrent souvent des questions de corruption où les gens ne sont pas indemnisés et autres. Donc, en fait, ça n'est pas pensé aujourd'hui sur comment on fait le Congo, etc. C'est vraiment une espèce d'une vision qui n'est pas une vision d'une économie qui serait endogène de ces territoires. C'est une vision qui est une économie de comment ça se passe ailleurs, alors forcément ça va se passer là-bas. Et moi j'aime bien le rappeler, ce système il n'est ni à améliorer, ni à réformer, il est tout simplement à abandonner et commencer à se prendre au sérieux. Si on se demande comment on mange au Congo, peut-être qu'on va commencer à trouver des réponses. Donc, malheureusement, moi, je n'ai pas d'éléments de réponse sur est-ce qu'il y a une part de l'économie congolaise qui est pensée là-dessus. Peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui en auraient, qui vont me contredire, mais de ce qu'on voit, quand on regarde les chiffres, non. Parce que l'économie est basée là-dessus. Mais encore une fois, ça s'inscrit sur cette histoire depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, où ça se base sur l'exploitation. Et les gens, on dirait, ils ne savent plus rien faire, en tout cas ceux qui gouvernent. Mais si on regarde dans la manière dont les populations, notamment dans les Kivu par exemple, vous allez découvrir qu'il y a là, en fait, des endroits où, je dirais, où on a une manière de penser l'économie qui est vraiment encastrée dans les relations sociales des habitants. C'est peut-être vers là qu'il faut aller puiser. Alors ça ne répondra pas à une vision, c'est quoi, d'une économie classique. Ça répondra peut-être à une autre vision du monde qui vient de ces territoires-là. Mais ça existe, mais ce n'est pas pratiqué par les gouvernements. En tout cas, de mon point de vue. Oui, comme tu lances un petit peu la question de ces autres économies, éventuellement de la protection sociale, en regardant le chiffre, je citais, donc c'est 60 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État de la RDC là pour 2026. Et je vais un peu regarder la structure et j'ai remarqué que les services sociaux, ou en tout cas, je ne sais plus si c'était protection sociale, la ligne, mais c'était vraiment à la fin et c'était pas beaucoup d'argent. Alors que l'armement, d'autres budgets étaient beaucoup mieux dotés. Mais je trouve ça important aussi qu'on parle de ces autres économies parce que dans ces formes chaotiques ou économiques qui ne font pas de la place à tout le monde, eh bien les gens s'organisent aussi en dehors. Il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme des travailleurs du secteur informel, dit informel, mais cette économie informelle, dans de nombreuses sociétés, et notamment africaines, elle représente la part très largement dominante de l'économie. Dans le cas du Tchad, typiquement, j'aime bien citer ça, mais 97% de l'emploi est qualifié d'informel au Tchad. Donc il y a un moment, on ne peut plus vraiment considérer que la norme, ce serait l'emploi formel et disqualifier les autres formes de travail. Après, ça pose d'autres questions, mais en réalité, c'est aussi des économies, il y a d'autres pratiques de formes de vie qui, à partir desquelles les populations parviennent à subsister et à organiser leur existence. Bien sûr, il y a des choses un peu, je pense, à retravailler, mais c'est important de ne pas l'ignorer, ça non plus, parce que c'est aussi un continent à part entière, en fait, cette économie que moi, j'appelle pas informelle, mais populaire.
Oui, je dirais pas, je reviendrai pas sur ce que tu viens de dire, mais juste dire que ce que moi je constate comme effet de la manière dont ça se pratique, en tout cas dans les régions où j'ai vécu, ben, en fait, les effets, c'est que ça produit des mises en commun, ça produit en fait des systèmes de prendre soin. On a, par exemple, à un moment donné, des expressions, quand les gens allaient pêcher, on disait non, c'est le moment où on va reposer le lac, c'est-à-dire qu'on va laisser le lac se reposer, ou à partir de là, on va commencer à aller chercher des cailloux qu'on va étaler pour sécher le poisson, pour attendre une nouvelle saison, etc. Mais encore une fois, c'est parce qu'on ne nous laisse pas réfléchir à notre... Enfin, quand je dis on ne nous laisse pas, je pense vraiment au gouvernement congolais. Hein. Là, pour le coup, c'est pas que les Blancs, mais vraiment dire, il faut qu'on prenne le courage de dire, on n'a pas besoin d'imaginer l'économie congolaise comme on imagine l'économie ailleurs, d'où on arrive à des classifications de ça c'est informel, alors ça c'est très formel, ou autre. Bon voilà, il faut arriver à mettre des mots sur ce que nous vivons, comme les gens ont réussi à mettre des mots sur ce qui se passe au Congo comme un Génocoste, mais sur ce qui se passe dans nos territoires. Il faut qu'on arrive à mettre des mots pour aussi amplifier cela, quitte à ce que ça ne soit pas compté comme du PIB, on s'en fout à la limite. Pardon de parler aussi trivialement, mais voilà. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Georgia. Merci beaucoup pour cette conversation et pour l'ouverture du sujet. Je suis originaire du Kasaï et occidental. Et dans l'histoire de ma famille, l'extraction de minerais est ancré en fait dans l'histoire de ma famille parce que ils ont beaucoup extrait le diamant notamment dans cette région et donc suite à ça j'aimerais dire que je pense qu'il faut pas totalement diaboliser le rapport avec les minerais qu'il y a dans la terre parce que c'est des choses qui ont toujours été utiles et utilisées par les populations et que à la suite des conversations qu'on a autour de son exploitation actuelle, il faudra aussi arriver à une certaine réconciliation. Et comme vous avez dit, le nouveau rapport aux mines et au retour de la vie, au retour de la nature et au retour de l'humain. Donc je pense qu'à ce moment de réconciliation, il faudra aussi retrouver ce rapport de vie, en fait, parce que ça nous apportait la vie. C'était des minerais qui ont toujours été importants pour nos populations. Et donc, je pense qu'il y aura aussi ce moment de réconciliation qui devra venir. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Et j'ai aussi une autre question qui concerne la souveraineté, parce que je pense que ça découle de la conversation qu'on vient d'avoir, forcément. Et ces dernières années, on a beaucoup vu le slogan, notamment Free Congo, être utilisé. Et j'ai un rapport un peu spécial avec ce terme, parce que je trouve que, d'une certaine manière, il peut un peu enlever la souveraineté du peuple congolais et avoir des accents néocoloniaux parce que la manière dont le slogan est porté, c'est Free Congo, s'il vous plaît, libérez-nous. C'est comme ça que je le comprends personnellement. Et je pense que ce serait intéressant de réorienter les conversations et de penser aussi à comment est-ce que le peuple congolais, la jeunesse congolaise, parce qu'on est une population très jeune, très très jeune, toute l'Afrique est très jeune, peut être artisan et de sa libération et de sa révolution. Donc voilà, j'aimerais vos avis sur tout ça. Merci. Alors, merci pour votre question. D'abord, pour dire que le fait qu'il y a une espèce de nostalgie au bon temps de l'exploitation minière, ce n'est pas une spécificité du Kasaï, c'est quelque chose qui existe dans d'autres territoires où il y a eu de l'exploitation minière. Pour autant, je ne crois pas, moi, que ça soit quelque chose qui doit être valorisé au sens, pas l'histoire des gens, des travailleurs qui ont exploité, etc., mais le fait que ça soit quelque chose à valoriser, à aller encore chercher. Je ne sais pas à combien de personnes au Kasaï utilisent les diamants dans leur quotidien, en termes de la vie au quotidien, disons-le franchement. Voilà. Donc,
Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de dire à qui ça sert. Il y a une expression anglaise qui dit « follow the money ». Où va l'argent du diamant du Kasaï? À qui ça sert? Est-ce que c'est vraiment indispensable à la vie au Kasaï? Moi, j'en doute. Par contre, ce qui est réel, c'est que ça a détruit des territoires qui auraient pu être des territoires pour... Allez, n'allons même pas dans le fonctionnalisme qui ne produirait à manger. Laissons ça. Il y a des territoires juste qui sont là, qui vivent, dans lesquels on parle beaucoup des humains au Congo, mais on ne parle pas des non-humains, des animaux sur ces territoires. On n'a même pas fait d'études pour savoir combien d'animaux meurent chaque année au Congo. On a essayé avec Team Congo, vite fait, de faire une espèce d'estimation rapide avec quelques données sur le nombre d'arbres qui seraient abattus dans la forêt congolaise, parce qu'on a dit 500 000 hectares, mais ça correspond à quoi? Peut-être qu'on n'est pas très juste dans nos calculs, mais on est arrivé à un truc hallucinant, on a eu un peu peur, à 250 millions d'arbres abattus. Donc si c'est ça la condition pour réconcilier, moi je préfère rompre là-dessus, sincèrement. Maintenant, ça ne veut pas nier l'histoire des gens qui ont exploité, mais au contraire, comment est-ce que nous pouvons construire des imaginaires autour de ça? Pour ça, je vous invite à Lens, par exemple, à Losangoem, il y a, c'est pas loin d'ici, du coup, il y a des endroits où on a extrait du charbon, je crois, je vous invite à aller voir, et vous verrez qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on n'exploite plus que la vie, au sens économique et autres, ne s'y déroule. Vous voyez? Donc, moi, c'est une vision. Hein. Moi, j'aimerais que le Congo ne soit pas vu toujours comme un territoire, une espèce de réservoir inépuisable de métaux, quoi. Voilà. J'aimerais que d'abord nous puissions nous-mêmes nous réconcilier avec ces territoires et voir ces territoires autrement, le chérir. Moi, je n'ai pas été au Kasaï, j'ai été plus au Kivu, et je peux vous assurer que le jour où j'ai appris que le lac Tanganyika risque de disparition, j'étais presque malade. Et ensuite, j'ai appris qu'il y a des projets d'exploration pétrolière dedans. C'est là qu'il a fait 10 millions d'années pour se constituer. Vous avez tout un tas d'histoires, des mythes qui se passent autour de ces lacs avec les crocodiles. Notamment, je vous invite à voir un crocodile que ma mère ne croit pas que ça existait, qui s'appelle Gustave. Vous irez voir. C'est vraiment... Enfin, on a des choses par rapport à ça et il faudrait pas dire que si on ne fait pas ça, on ne pourra plus jamais vivre. Ça sera peut-être différent. Et ce n'est pas grave, mais on n'aura plus ce rapport de destruction de la vie sur ce territoire. Maintenant, vous avez les slogans Free Congo. En général, moi, je ne suis pas trop dans le monde de slogans, mais je l'ai entendu comme vous. Moi, j'entendais mieux, c'était en plus en français. C'était « libérer le Congo ». Et je me souviens être allé dans les oreilles des gens. « Non, libérons le Congo ». Je faisais ce genre de choses, mais... Je pense que vous avez raison sur le fait qu'il faut penser cette question de comment on se libère nous-mêmes, ne pas attendre qu'une libération vienne d'ailleurs. Vous avez raison sur cette partie-là. Mais il ne faut surtout pas négliger le fait de combattre la colonialité du lieu où elle provient. On est au cœur de l'empire qui... Voilà, si je reprends des termes un peu touchy comme ça, voir des Congolais et Congolaises, des enfants de la diaspora, des gens qui sont héritiers de cette histoire, se mettre dans la rue et oser sortir ces mots, c'est puissant parce qu'il y a des années, ça ne se faisait pas. La question congolaise, elle était encore plus invisibilisée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Donc il a fallu qu'il y ait des collectifs, des gens qui s'organisent, qui en parlent. Donc il y a cet aspect-là émancipateur de se dire, bon, on commence dans la rue, ensuite on s'organise, ensuite on essaie de se connaître entre nous, et ensuite quel terme est à utiliser, comment on fait pour arriver à la libération. Mais je crois vraiment profondément que libérer le Congo, la libération du Congo ne passe pas par un système extractiviste. Ça ne passera jamais par ce système-là.
Il va falloir que le Congo fasse grève. Voilà. Alors juste... Et pour rebondir simplement sur la partie aussi de votre question sur comment est-ce que la jeunesse africaine peut devenir artisane de sa propre révolution, merci pour cette question que je trouve super. Et en écho à ce que tu disais, David, moi je pense qu'on est aussi dans un moment important pour rompre avec un certain imaginaire du développement, parce que finalement la crise écologique, ça n'est pas autre chose que la crise du modèle de développement qu'on nous a vendu pendant 60 ans maintenant. Et c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle en réalité. Et quand on réfléchit plutôt, donc non plus à la question du développement, mais peut-être à la question de comment est-ce qu'on fabrique de la protection sociale dans des sociétés non salariales, on déplace un peu les termes du problème et on y réfléchit autrement. Et il apparaît même que des formes d'organisation, tu parlais d'organisation qui mutualisent certains services, ou bien le fait de construire ces maisons ensemble, c'est des choses, mon père aussi me l'a raconté, en fait. Sa maison, il l'a construite dans son village en sortant de l'enclos d'initiation, où tous les autres membres de sa promotion d'initiation ont construit les maisons des uns et des autres, mais parce qu'en fait, la technologie du groupe, c'est une technologie. Et qu'en réalité, ces différentes formes de travail qui peuvent être du travail parfois donc, communautaire, qui va s'organiser de manière cyclique, ou qu'on va à tour de rôle travailler tous ensemble et mettre tous les efforts, joindre nos forces pour réaliser un ouvrage, qu'il s'agisse d'une construction ou de la culture d'un champ ou de la récolte. En réalité, c'est une technologie comme une autre. Et c'est peut-être même, d'ailleurs, ce type de technologie et cette forme de protection par la solidarité que l'on a reproduit ici dans les sociétés occidentales avec le système de la protection sociale et de la sécurité sociale, puisque ça a été institutionnalisé, mais au départ, c'était des mutuelles, des caisses d'ouvrières et d'ouvriers qui mutualisaient donc, un peu de ressources pour pouvoir faire face aux situations donc, d'empêchement de travailler, la maladie, la vieillesse ou d'autres risques qui n'étaient pas couverts. C'est très récent, en fait, la protection sociale dans notre histoire occidentale aussi, et je trouve que ce sont finalement pas mal d'éléments à partir desquels on peut réfléchir, nous, nos manières de nous émanciper et de proposer une économie, une écologie des mondes, en fait, construire d'autres mondes et être aussi finalement dans des territoires qui ont été abîmés, détériorés, profondément défigurés dans certains cas. C'est peut-être aussi de ces territoires que viendront les formes de réinvention ou de propositions les plus enthousiasmantes pour notre époque. Merci. Alors moi, je voulais bien qu'on revienne sur la question du génocost, parce qu'un aspect que, en tout cas moi, j'ai découvert pendant mes recherches sur la RDC, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, je viens d'Haïti, où il y a actuellement aussi une grosse circulation d'armes et beaucoup de gens qui meurent par rapport à la circulation des armes à feu. C'est par exemple en moyenne un mois dans un tout petit pays, 600 personnes mortes par armes à feu. Et quand je suis arrivée en RDC, il y avait énormément de gens. En tout cas, j'ai vu plus d'armes à feu, même si je sais qu'il y a une question de taille aussi, à Kinshasa, que j'en ai vu toute ma vie en Haïti, où j'ai fait pratiquement tout le tour d'Haïti. Et ça m'a fait me poser la question par rapport à la MINUSCO. Beaucoup de gens ne savent pas que la mission d'intervention militaire de l'ONU, qui coûte le plus d'argent et qui mobilise le plus de personnes, c'est la MINUSCO, et est depuis le début des années 2000 en RDC pour apporter, je ne vais pas dire une solution, mais en tout cas pour essayer de faire basculer cette situation de génocide. Et j'ai l'impression que ça s'est institutionnalisé, cette histoire de MINUSCO, un peu ce qui s'est passé en Haïti avec la MINUSTA, où c'est devenu un tremplin de carrière pour des personnes directement venus notamment, les cadres viennent des pays occidentaux et les soldats sur place viennent d'autres pays de la majorité globale, notamment de pays d'Asie. Donc moi, comme on est beaucoup dans cette question de la matérialité terre à terre, j'aimerais bien peut-être qu'on aborde la question aussi sous cet angle-là, que dans un certain sens, ça n'arrange pas que le système capitaliste
extractiviste, que ce génocide, il existe et dure. Ça arrange aussi des personnes qui peuvent après trouver du travail, etc., devenir des professionnels dans les questions de résolution de conflits, patati patata et autres titres comme ça. Comment vous dire? Quand il y a eu des jeunes à Goma qui ont critiqué la MONUSCO, 30 parmi eux ont été abattus par les soldats congolais. La MONUSCO, dans sa mission qui lui a été donnée par les Nations Unies, elle est là dans une mission dite d'observation. Bon. C'est vécu pour pas mal de gens, dont moi-même, comme une mission du voyeurisme en réalité, parce que en fait, ils sont surarmés. Vous avez peut-être eu l'occasion de les voir. Ils sont impressionnants, mais parfois les massacres se passent à quelques kilomètres des camps de la MONUSCO. Et donc, ils sont complètement inefficaces chez nous, mais du coup, peut-être que ça justifie un certain nombre de choses, comme les carrières et autres. C'est une vision, comment je dirais ça, c'est une vision de le voir. Je suis moi-même contre les missions des Nations Unies, mais ça devient difficile aujourd'hui de critiquer toutes ces initiatives qui, à l'époque, on les critiquait assez facilement, mais depuis qu'on a l'autre, là, aux États-Unis, qui a retiré un certain nombre d'argent pour des missions humanitaires et autres, ben ça pose du coup, en tout cas en ce qui me concerne, peut-être je dirais un peu de retenue dans ma critique, où je pouvais être virulent là-dessus, parce que du coup, vous savez, pour ce qu'on est en train de dire, quand on parle de 6 millions de morts ou d'autres nombres de morts au Congo, c'est extrêmement difficile de le faire entendre aux autres parce qu'on nous dit ouais, vous êtes Congolais, ça va quoi. Et du coup, à chaque fois, on s'appuie souvent sur les rapports des Nations Unies. On est là, voilà. C'est pas nous, c'est eux qui les disent. Eux, vous pouvez les croire. Ils sont pas noirs, ils sont pas congolais. Vous pouvez les croire. Vous voyez. Et peut-être la seule utilité, c'est celle-là. Et vous avez vu qu'il y a une humanitaire de l'UNICEF qui a été tuée à Goma récemment. L'une des raisons qui sont évoquées de sa mort, c'est qu'elle collectait de la donnée justement pour rendre compte de ce qui se passe dans la ville, et elle aurait été ciblée par ça. C'est l'une des raisons qui sont évoquées. Et du coup, voilà, je suis absolument d'accord sur le fait que la MONUSCO est inefficace, mais comprenez ma retenue aujourd'hui parce que je suis un peu pris en étau par un monde où j'ai été habitué à me dire, bon, il y a des critiques à faire, on le fait, mais maintenant, on a quelqu'un qui dit, bon, ok, super, on récupère tout l'argent et maintenant, on va signer des accords avec le gouvernement congolais qui lui donne une cartographie des mines et c'est à lui de se servir comme il veut. Voilà les nouvelles manières de faire de l'aide et autres. Enfin, voilà. Du coup, je suis un peu bouleversé, je suis désolé. Je n'arrive pas à apporter une réponse claire là-dessus, mais je suis en pleine réflexion aussi. Bonsoir. Excusez-moi. J'ai une petite question. C'est important aujourd'hui de se soulever, de dénoncer, mais est-ce qu'il y a vraiment une solution? Est-ce que la jeunesse congolaise peut vraiment faire quelque chose quand on sait qu'on vit dans des pays occidentaux dans lesquels le colonialisme n'est pas forcément reconnu comme quelque chose de négatif, quand le conflit est fortement invisibilisé, et aussi quand les dirigeants congolais bénéficient de ce système, et quand les dirigeants des pays occidentaux dans lesquels on peut se soulever eux aussi bénéficient de ce système, et par exemple peuvent collaborer avec le Rwanda qui a un fort rôle à jouer dans la situation aujourd'hui au Congo. Quand on est allé au Parlement européen, c'est une question qui s'est posée à nous. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont faire quelque chose?
Mais moi, j'avais des membres de mon association au Congo qui venaient d'être blessés, par exemple. Et donc on a marché. Ensuite, on a réussi à travailler avec un certain nombre d'élus au Parlement européen où on a eu, pour ce qui concerne un accord qui a été signé avec le Rwanda, où la majorité des députés ont voté pour au moins la suspension de cet accord. Je ne dis pas que ça résout tout. Je dis juste que, en fait, cette question de penser la lutte, je sais pas, à l'endroit de l'impuissance, je ne sais pas comment le dire. Nous, on a trouvé une manière de réfléchir à cette question différemment. C'est-à-dire que rien ne serait pire que le fatalisme. Parce qu'on a compris d'abord que, ce sont des choses qui sont socialement construites. Donc, il va falloir trouver des mécanismes pour les détricoter. Et l'une des manières de les détricoter, c'est d'abord d'agir aussi, c'est agir aussi à partir d'ici. Et pas qu'au Congo, parce que là-bas, comme on le disait, ça devient de plus en plus compliqué d'agir là-bas. J'ai discuté avec un militant congolais qui était à Goma et qui a écrit un papier sur ce qui se passe, sur les 200 personnes qui sont mortes ensevelis dans la mine de Rubaya. Rubaya qui produit entre 15 et 30% du coltan mondial en passant. Aujourd'hui, elle est dans l'avion, cette personne, elle est allée à Nairobi pour aller se réfugier. Et donc, c'est peut-être l'espace où nous avons un peu plus voilà les mots que je viens de dire dans un endroit qui s'appelle Jacques Chirac. Donc, c'est aussi important de continuer à les porter, ne serait-ce que pour l'espoir pour des personnes qui sont là-bas. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et l'autre élément de réponse, c'est de penser la défatalisation. C'est vraiment détricoter ces trucs en disant ça a été construit socialement et donc comment on le combat. La conférence s'intitule « La face cachée de nos technologies numériques ». On sait qu'on a des actions, on a des leviers, même techniques et légaux, sur lesquels s'appuyer ici. Par exemple, on se bat pour qu'il y ait un right to repay, un droit à réparer qui pourrait avoir, par exemple, comme effet l'allongement de la durée de vie des équipements. Et nous, intuitivement, si on allonge la durée de vie de ces équipements, ce qu'on vise, c'est questionner le modèle d'affaires. C'est-à-dire que peut-être que demain, vous pourrez accuser Apple de ne pas avoir prévu de la réparabilité dans votre smartphone. Ce qui fait que du coup, ça peut durer plus longtemps et on se met à rêver, on se dit, imaginez, ça dure 20 ans. Ça fait 20 ans que vous n'aurez pas un iPhone 1 jusqu'à l'iPhone, je ne sais pas moi, 17 ou 20, je ne sais pas combien ils en font par année. Enfin, vous voyez, donc surtout ne pas rester dans un état de fatalité parce que ça serait condamner encore plus ceux qui sont sur les territoires, qui sont en train de subir ces situations. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas facile de lutter ici parce que ça se provoque ici. Mais j'ai également conscience que tout le monde n'est pas d'accord non plus ici, quoi. Donc, c'est comment on arrive à travailler, à trouver des convergences. Cette histoire de l'allongement de durée de vie, ça fait écho à des gens qui vont pouvoir garder le pouvoir d'achat, je ne sais plus moi. Voilà, ça peut avoir des alliances un peu comme ça, tactiques, qui fait que là-bas aussi, on respire, quoi. Alors, et c'est bien que tu parles de ça, ça fait écho à la question de comment est-ce qu'on se mobilise au cœur de l'Empire. Et il ne faut pas oublier qu'on reste quand même dans un pays qui a du poids sur une certaine scène internationale, qu'on le veuille ou non. Et il y a des effets, en réalité, lorsque l'on se mobilise pour faire passer des lois et qu'ensuite on parvient à faire passer des directives à l'échelle européenne. Et c'est notamment le cas, ça a été le cas dans l'industrie de la mode, et pas que de la mode, mais la loi sur le devoir de vigilance, qui a été le fruit d'un long travail de plaidoyer d'acteurs
spécialistes, là notamment je pense à Naïla Jaltouni qui va intervenir dans la dernière séance du cycle sur la mode, mais qui a eu vraiment des effets pour rendre responsables les entreprises qui font appel à des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants et ne pas les laisser s'échapper dans les failles du système juridique international. Alors, j'avais dit qu'on tiendrait le temps aujourd'hui. Il est 21h, je pense que ça aura été donc la dernière question. Toi, David, on reste encore un petit peu si des gens ont des questions à l'issue de la séance. Avant qu'on... Juste dire un mot. Oui, vas-y. Une manière efficace de lutter et d'avoir de l'impact au Congo, c'est de réduire sa consommation de ces métaux et de travailler sur les lois qui vont combattre cette histoire de dématérialité, je ne sais plus quoi, pour réduire l'impact de l'infrastructure du numérique. Ça peut être un moyen de travailler là-dessus. Voilà. Merci. Voilà, donc on arrive au terme de cette séance. Un grand merci David pour ton partage et le travail que toi, ton association et puis aussi toutes celles et ceux qui se mobilisent pour parler du Congo. Bravo pour le travail que vous faites et merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi 26 pour la 4e séance du cycle en compagnie de Malcolm Ferdinand qui est dans la salle ce soir. On parlera donc du cas de la banane. Donc on s'écarte un petit peu des outils technologiques pour aller sur des questions d'alimentation. Et il me semble que la séance est intitulée la banane, la banane française entre marché mondial et continuité coloniale. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine et encore un grand merci David pour ce partage. Merci. Et merci à l'équipe technique, Elias, Christine, Olivier, tout le monde.